Dans exactement 24 heures, un homme nommé Spiculus sentira les battements de son propre cœur résonner dans ses dents. Son sang abreuvera le sable brûlant de Rome, et 50 000 badauds hurleront de joie pendant qu'il s'étouffera lentement. Oubliez les conneries hollywoodiennes sur les nobles guerriers aux abdos sculptés. La réalité des gladiateurs romains, c'était un abattoir industriel. Un pur produit de la cupidité, du sadisme et des calculs politiques des élites. On remonte le temps. 24 heures avant le massacre. Fini l'histoire aseptisée qu'on nous sert à l'école. Il est temps de plonger la tête la première dans les entrailles puantes de l'Empire romain. Et ce qui s'est passé lors de cette dernière nuit va pulvériser tout ce que vous pensiez savoir sur les gladiateurs. Il est 14 heures, à un jour de la boucherie. Nous sommes au Ludus, l'école de gladiateurs. Spiculus, un thrace, frappe frénétiquement un palus, un lourd poteau de bois, avec une épée d'entraînement. La sueur lui brûle les yeux. Ses muscles sont en feu. Mais regardez de plus près. Spiculus n'a rien du bodybuilder américain de cinéma. Il est massif, râblé, recouvert d'une bonne couche de graisse sous-cutanée. Ce n'est pas un laisser-aller, c'est un mécanisme de survie absolue. À Rome, on les appelait les ordeari, les mangeurs d'orge. Le régime gastronomique, une bouillie infâme d'orge trop cuite et de haricots. Zéro plaisir, 100% glucides. Pourquoi cet engraissement digne du bétail? La réponse est d'un cynisme absolu. La graisse, c'est l'armure. Dans l'arène, les lames tranchaient la chair. La couche de graisse protégeait les nerfs et les vaisseaux sanguins vitaux. Un gladiateur pouvait pisser le sang et avoir l'air atrocement mutilé, ce qui mettait la plèbe en transe, sans subir de blessures mortelles dans l'immédiat. Il était littéralement élevé pour offrir un spectacle sanglant qui dure. Pendant que Spiculus s'entraîne, le médecin grec de l'école s'approche. Avec des doigts froids et dénués de toute empathie, il palpe ses muscles et ses articulations. N'y voyez aucun serment d'Hippocrate. C'est un simple contrôle technique. Spiculus n'est pas un être humain. C'est un actif financier. Une action vivante qui respire. La propriété exclusive de son patron, le laniste. Un bon gladiateur coûtait une fortune astronomique, l'équivalent d'un cheval de course ou d'une Formule 1 d'aujourd'hui. La moindre égratignure à l'entraînement, et c'est la rentabilité qui s'effondre. Le médecin hoche la tête. La viande est jugée apte pour l'abattoir. Pendant qu'il range ses outils, Spiculus sait que dès demain, son corps ne lui appartiendra définitivement plus. Mais l'horreur véritable ne démarre pas dans la crasse du camp d'entraînement. Elle commence sur les coussins de soie de la haute société romaine. Il est 19 heures. Le soleil se couche sur Rome. Pour les condamnés, la torture psychologique commence. C'est la coena libera, le dîner libre. Un banquet public la veille des Jeux. Le laniste a sorti le grand jeu. Sur de longues tables en bois s'entassent des viandes rôties, des fruits exotiques et des pichets de vin lourds et sucrés. Pour des gars qui bouffent de la bouillie d'orge depuis des mois, c'est un festin divin. Sauf qu'il y a un hic extrêmement pervers. Il ne mange pas seul. Ce banquet est ouvert au public. Les portes de l'arène sont grandes ouvertes. De riches citoyens, des patriciens drapés dans leurs toges hors de prix, des bourgeoises qui ricanent et des bookmakers avides se pavanent autour des tables. C'est un véritable zoo humain. Il dévisage Spiculus comme une bête de foire, évalue la largeur de ses épaules, parie sur sa mort imminente. Certains balancent des insultes, d'autres s'amusent à arracher la nourriture des mains des gladiateurs. L'humiliation ultime de la lutte des classes. L'aristocratie qui vient s'encanailler et jouir de l'angoisse viscérale des prolétaires qui mourront demain pour les distraire. À table, le spectre du désespoir est total. Au bout de la planche,
Un immense Gaulois s'empiffre comme un dément, s'enfournant la viande à pleine main, sachant très bien que c'est son dernier gueuleton sur terre. Spiculus, lui, reste de marbre. Son estomac est un nœud coulant, impossible d'avaler quoi que ce soit. La luxure obscène de cette foule, l'odeur de leur parfum de luxe mélangée à la sueur des damnés, ça lui coupe la respiration. Mais pendant que les élites ricanaient et plaçaient leurs paris, dans l'ombre de ce banquet se jouait une scène bien plus sombre et profondément humaine. Il est 21h. Le festin mondain est terminé. Les voyeurs sont rentrés se mettre au chaud dans leurs opulentes villas. Les gladiateurs restent seuls, livrés à la certitude écrasante du lendemain. Spiculus sort quelques misérables pièces de bronze cachées dans sa tunique. Il les glisse à un gladiateur plus âgé, un vétéran qui ne combat pas demain. Ce n'est pas un don charitable, c'est sa cotisation pour les collegia, la mutuelle funéraire. Spiculus paie de sa poche pour son propre enterrement. Il s'achète le droit minimal de ne pas finir comme une vulgaire charogne balancée dans le Tibre. À côté de lui, un autre combattant, un gamin d'à peine 20 ans, gratte frénétiquement ses derniers mots sur une tablette de cire avec des mains tremblantes. Un testament destiné à sa famille en Germanie. Une famille qui, évidemment, ne recevra jamais ce bout de bois. Les gladiateurs vivaient dans une confrérie absurde. Ils s'entraînaient ensemble, mangeaient ensemble, saignaient ensemble. C'était la solidarité des exclus. Mais ce pacte de fraternité avait une faille monstrueuse. Demain, le laniste pourrait ordonner à Spiculus de trancher la gorge de ce même gamin qui pleure sur son testament à l'heure actuelle. Et Spiculus le fera. Il n'aura pas le choix. Car hésiter, c'est risquer le coup de fouet ou la mort par le fer rouge. Cette fracture psychologique totale, réconforter ton frère d'armes ce soir pour l'égorger le lendemain, détruisait l'âme de ces hommes bien avant que les glaives ne percent leur chair. Mais il y a un petit secret inavouable sur la survie dans l'arène que l'histoire officielle adore passer sous silence. Il est 23h. L'heure de briser les illusions hollywoodiennes. Vous pensiez vraiment que chaque combat se terminait par un mort? Que l'empereur baissait le pouce pour le plaisir malsain de voir couler le sang? Faux. Dans un combat normal, près de 90% des vaincus survivaient. Pourquoi? L'économie de marché, tout simplement. Les gladiateurs coûtaient une fortune. Un gladiateur mort, ça voulait dire que l'organisateur devait rembourser sa valeur totale aux lanistes. La clémence n'avait rien d'un acte humaniste, c'était un pur calcul comptable. Les lanistes détestaient la mort de leur star, ça plombait leur chiffre d'affaires. Mais pour Spiculus, cette règle ne s'applique pas ce soir. Le spectacle de demain n'est pas un combat ordinaire. L'empereur en personne régale. Et pour flatter l'opinion publique, il a ordonné le combat sine missione. Un affrontement sans rémission. Pas de match nul, pas de reddition. Le combat ne s'arrête que lorsque l'un des mecs s'est vidé de son sang sur le sable. L'adversaire de Spiculus, un sécutor de légende, une machine à tuer surblindée qui a déjà taillé 14 hommes en pièces. Les chances de survie de Spiculus, statistiquement, nulles. Le laniste a déjà fait une croix sur lui. Dans sa tête, il a déjà empoché et dépensé la prime de compensation de l'empereur. Spiculus est un mort en sursis qui respire encore. Le verdict glacial du sine missione lui coule dans les veines comme un poison. Il n'y a pas d'échappatoire, pas d'appel à la clémence possible, pas de doigt levé vers les tribunes qui pourraient le sauver. Demain, il doit tuer un monstre ou crever. Avec cette condamnation à mort tournant en boucle dans sa tête, la nuit tombe sur le Colisée. Et avec elle, s'installe la folie pure. Il est 3 heures du matin. Nous sommes dans les entrailles du Colisée.
un labyrinthe suffocant de tunnels de pierre humides et de cellules minuscules. L'obscurité est quasi totale, à peine brisée par la lueur vacillante de quelques torches qui crachent de la suie. L'air est lourd, vicié. Ça sent la vieille urine, la pierre mouillée et la panique de centaines de mecs entassés. Spiculus est prostré dans un coin de sa cellule. Impossible de fermer l'œil. Personne ne dort ici. Le silence est sans cesse violé par des sanglots étouffés, des chuchotements démentiels et le bruit des hommes qui vomissent de trouille. Dans une niche de la cellule, il y a un petit autel misérable. Une effigie grossière de Némésis, la déesse de la vengeance, du destin inéluctable, la sainte patronne des gladiateurs. Spiculus murmure des prières dans le noir. Il ne demande pas de survivre. Il est bien trop lucide pour ça. Il prie pour crever vite. Il prie pour ne pas finir à l'état de torse mutilé se vidant sur le sable, incapable de mourir, sous les rires gras de la foule. La pression psychologique à cet instant dépasse l'entendement. L'adrénaline tourne à vide. Le corps se prépare à une boucherie qui n'aura lieu que dans quelques heures. Les cœurs s'emballent, des sueurs froides perlent. Certains perdent littéralement la tête en pleine nuit, se cognant le crâne contre les murs en pierre pour en finir avec le cauchemar avant l'heure. Spiculus fixe ses propres mains dans le noir. Elles tremblent. Ce huis clos d'angoisse, dont les heures précédant l'aube, a brisé en 1000 morceaux l'esprit des guerriers les plus endurcis. Il est 6 heures. Le jour se lève sur Rome. Une lumière froide et blafarde rampe à travers les grilles en fer rouillé au-dessus de la tête des gladiateurs. En haut, dans les gradins, les premiers spectateurs viennent poser leurs fesses pour la journée. Un grondement sourd traverse la maçonnerie. La bête se réveille. Sous terre, l'implacable bureaucratie de la mort se met en marche. Spiculus et les autres gladiateurs professionnels, l'élite, les auctorati, sont réveillés. Mais ce ne sont pas eux qui vont y passer en premier. Les gardes traînent des hommes qui hurlent et se débattent devant la cellule de Spiculus. Ce sont les Noxi, des criminels condamnés, des meurtriers, des esclaves en fuite. Pas d'armure, souvent même pas de vêtements. On les pousse vers le haut pour les venationes, les chasses avec animaux sauvages ou les exécutions publiques de la mi-journée. Spiculus entend le claquement sec des fouets, les rugissements des lions et des ours affamés dans les cages voisines. Il le sait très bien. Le premier sang versé aujourd'hui sera du sang pas cher, l'apéritif. Il doit subir cette torture auditive pendant des heures. Il entend les cris insoutenables venant de la surface, le rugissement des fauves et le rire gras de la plèbe quand un lion éventre un misérable voleur. Chaque hurlement là-haut est un compte à rebours vers sa propre fin. L'air dans les catacombes s'épaissit, saturé par la fine poussière rouge de l'arène qui tombe à travers les grilles. Pendant que la chair à canon se faisait déchiqueter au-dessus, Spiculus entamait une préparation qui relevait de la torture mécanique. Il est 11 heures. Les préparatifs pour le plat de résistance commencent. Spiculus est massé par des serviteurs, les holototae. Ils lui enduisent le corps d'huile d'olive de mauvaise qualité. L'huile fait briller les muscles. Le public est friand de ce côté clinquant. Mais surtout, elle rend la peau glissante pour faire dévier les lames. Sauf qu'à l'intérieur, le corps de Spiculus commence à lâcher prise. Son système nerveux végétatif est en pleine crise de panique. Sa bouche est sèche comme du papier de verre. Son cœur tape un rythme chaotique. Il est un mort en sursis qui marche vers la guillotine romaine. Les gladiateurs s'échauffent. Le claquement sourd des armes en bois résonne dans les couloirs. Mais c'est une scène fantomatique. Personne ne lâche un mot. Les regards sont vides. Les visages ont la couleur de la cendre.
Chacun tente de masquer les tremblements de ses membres. Car ici, montrer sa faiblesse, c'est déjà avoir signé son arrêt de mort. Celui qui tremble est brisé. Celui qui est brisé se fera charcuter. Un garde apporte de l'eau dans une louche rouillée. Spiculus boit, mais l'eau s'évapore instantanément dans sa gorge en feu. Il contracte ses muscles, se concentre à fond sur sa respiration. L'instinct de survie, gravé dans son cerveau à coups de trick au ludus, prend doucement le dessus. Son âme humaine se rétracte et laisse place à un vide froid, reptilien. Il doit devenir une bête. Mais le pire reste à venir. Il doit maintenant enfiler son propre cercueil de bronze. Il est 12h30. L'armure. Spiculus est un thrace. Au menu, de lourdes jambières, les Ocreae, un petit bouclier, la Parmula, et la terrifiante Sicca, cette épée courbe pensée pour passer vicieusement derrière les boucliers adverses et trancher les carotides. 2 esclaves s'affairent autour de lui. Le métal lourd et impitoyable est sanglé sur les rembourrages en cuir. C'est un processus bruyant, métallique. Le poids immense de l'équipement le tire immédiatement vers le bas. Puis vient le casque, le chef-d'œuvre absolu de l'isolement. Le casque thrace pèse près de 5 kilos. Il est surmonté d'un cimier massif orné d'une tête de griffon. Quand les esclaves le lui enfoncent sur le crâne, le monde s'éteint. Son champ de vision se résume à de minuscules trous percés dans l'épaisse visière en bronze. Fini la vision périphérique. Spiculus ne peut plus que regarder droit devant lui, avec des œillères. L'acoustique est encore plus insoutenable. Les bruits de l'extérieur sont assourdis, mais sa propre respiration devient monstrueusement bruyante, comme une tempête dans une grotte. À chaque inspiration, il ravale un air chaud et vicié. Quelques secondes à peine après avoir mis ce truc, il transpire à grosses gouttes. Sous le cagnard romain, ce casque devient un véritable four. C'est un piège mortel, claustrophobique, qui le dépouille de sa propre identité. Spiculus n'est plus un homme. Il est juste le thrace. Enfermé dans cette armure suffocante, il est conduit vers l'ultime sas de l'arène. Il est 12h50. Le tunnel. Spiculus se tient devant la lourde grille de fer qui le sépare de l'arène. À côté de lui, son adversaire, le sécutor. Une montagne de barbaques, planquée derrière un casque lisse et fermé, qui lui donne l'allure d'un démon aquatique. Ils ne se regardent même pas. Ils sont à 1 mètre l'un de l'autre, mais dans leur tête, des univers entiers les séparent. Au-dessus, le vacarme de 50 000 personnes transperce le plafond. Ce n'est même plus du bruit. C'est une violence physique qui fait vibrer le sol sous leurs pieds. Ici, au pied de la porte, l'odeur est bestiale. Ça sent le cuivre, le sang frais, le sang coagulé, les excréments des hommes et des bêtes terrorisés. Le sable tombe du plafond et saupoudre les épaules de bronze de Spiculus. La chaleur infernale de l'arène, inondée de soleil, s'engouffre dans le tunnel frais, vibrant comme un mirage. Spiculus serre le manche de sa Sicca à s'en blanchir les jointures sous le cuir de la poignée. Il sait exactement ce qui va se passer. La porte va se lever et la lumière va l'aveugler. Il va sentir sous ses caligae ce sable répandu exprès pour absorber les hectolitres de sang, histoire que personne ne glisse. C'est ça son monde. Toute sa misérable existence est compressée dans les 3 prochaines minutes. Mais dans l'ombre du tunnel, un homme n'attend pas de voir le combat. Il attend patiemment les cadavres. Il est 12h55. Une silhouette sinistre émerge de la pénombre du tunnel. Le type porte un masque grotesque,
le visage de Charon, le passeur mythologique des enfers, ou de Pater, le dieu des morts. Dans sa main, il tient une lourde barre de fer dont la pointe a été chauffée à blanc dans un brasero. C'est le Lorarius, l'exécuteur des basses œuvres. Son boulot est d'une brutalité bureaucratique répugnante. Si l'un des gladiateurs s'effondre dans le sable, en sang, vaincu, et que le coup de grâce est ordonné, cet homme masqué s'avancera dans l'arène. Il plantera son fer rougi à blanc profondément dans la chair du vaincu. Pas par pure méchanceté, non, mais par un ignoble pragmatisme romain. Juste pour s'assurer que le gladiateur ne joue pas la comédie pour sauver sa peau. Celui qui tressaille, on lui fracasse le crâne au marteau. L'assurance d'essai de l'Antiquité. Spiculus fixe le fer rougeoyant. Voilà la véritable conclusion de son destin. S'il tombe aujourd'hui, ce métal brûlant sera la toute dernière chose qu'il sentira de ce monde, avant que son cadavre ne soit traîné hors de l'arène par des crochets de boucher. L'homme au masque de Charon fait un signe de tête glacial aux combattants. Là-haut, les tubas et les cors retentissent, un signal assourdissant. Le verrou de fer claque, les portes de l'enfer s'ouvrent. Il est 13 heures. La vieille machinerie rouillée hurle, et la lourde grille de fer s'élève. Un rayon de soleil d'une blancheur aveuglante tranche la pénombre du tunnel et vient frapper le casque de Spiculus. Le vacarme gonfle jusqu'à devenir un ouragan apocalyptique. 50 000 gosiers assoiffés de sang qui hurlent à la mort, assoiffés de son sang. Ton cœur tambourine contre tes côtes. La sueur te brûle les yeux, et tu cherches désespérément de l'air sous cette cloche de bronze étouffante. L'odeur écœurante de la mort te frappe de plein fouet, comme un mur. Tu serres ton épée, tu prends une grande inspiration, et tu sors des ténèbres pour affronter la lumière impitoyable de Rome. Tu es Spiculus. Tu es de la viande. Tu n'es qu'un vulgaire chiffre dans la comptabilité d'un riche parvenu. Il a fait le premier pas sur le sable brûlant. L'histoire officielle ne dit pas qui a fini en charpie dans le sable ce jour-là. On ne sait pas si le fer rouge a percé la peau de Spiculus ou celle de son adversaire. L'histoire s'est contentée de réduire son nom en poussière. Mais le sable du Colisée, les pierres en ruine et les couloirs sombres, eux, ils se souviennent encore des murmures des damnés. Ils se souviennent de la véritable facture de ce divertissement sanglant. Voilà la réalité froide et sordide de Rome. Et elle n'a strictement rien à voir avec l'héroïsme.